Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast, pour cette série de podcasts à venir sur le sujet qui préoccupe évidemment aujourd'hui tous les experts en politique internationale et que nous avons évidemment abordé sous l'angle de la géopolitique asiatique, à savoir bien entendu la guerre qui est en train de se jouer en Iran et ses répercussions possibles sur l'Asie et au premier chef la Chine bien sûr et les pays avoisinants. Donc la première chose qu'on peut remarquer, donc c'est qu'il s'agit d'un événement qui d'une certaine manière fait suite à un ensemble d'autres récents et qui se place dans une perspective plus globale et sans doute à bien des égards historiques. Donc il est évident maintenant que cet événement, à savoir l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, prend une dimension mondiale à travers ses conséquences économiques, à travers ses conséquences géopolitiques, et donc est en train d'influer sur les relations entre les États-Unis et la Chine, et plus largement est un nouveau déterminant de l'équilibre mondial des forces et du rapport de la Chine par rapport à cette géopolitique à la fois asiatique et mondiale. Alors il y a un très grand nombre d'éléments ici à analyser. Le premier élément, c'est d'abord de savoir dans quel cadre il faut situer l'ensemble de ces événements en cours. Donc nous avions il y a quelque temps déjà, il y a plusieurs années, dans les pages du Monde, évoqué l'idée d'une troisième guerre mondiale. Nous disions en 2021, pour éviter que la troisième guerre mondiale n'arrive, il faut l'anticiper. Pour éviter qu'elle arrive, il faut se préparer à celle-ci. Et c'est le défaut de préparation au fait qu'elle était en train d'arriver qui a précipité d'une certaine manière sa venue. Donc quelques mois après, il y a eu l'invasion par la Russie de l'Ukraine, et on peut estimer que cette invasion de l'Ukraine par la Russie, donc en 2022, est sans doute un point d'inflexion très important dans cette histoire globale du monde, et on peut à bien des égards évaluer, estimer que là, ce qui est en train les événements en cours sont en train de refermer une parenthèse qui s'était ouverte avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc cet équilibre des forces, ce type aussi de relations économiques, on a l'impression que c'est tout ça qui est en train de se clore, en train de se déliter. Donc qu'est-ce qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale? C'est deux choses. D'une part, un ordre international fondé sur un ensemble d'institutions internationales, d'institutions, on va dire, transnationales, comme l'ONU, qui regroupe toutes les nations et qui donne à chaque nation, idéalement, une même voix, un même poids, même si le problème, en fait, le vice de forme de cette ONU, c'est évidemment ce Conseil de sécurité avec des droits de veto aux grandes puissances nucléaires. Et ce droit de veto aux grandes puissances nucléaires a sans doute, au fil du temps, conduit à une forme de paralysie de l'ONU. Donc parfois c'est les États-Unis qui mettent leur veto quand il s'agissait d'Israël. Souvent donc c'est la Russie ou la Chine qui ont mis leur veto quand il s'agissait de condamner ou de passer des résolutions qui les concernaient eux ou leurs alliés. Et donc il y a une sorte de blocage institutionnel au niveau de l'ONU qui fait qu'aujourd'hui, quand d'une certaine manière le chef de l'ONU parle, il n'est plus vraiment écouté. On a vraiment l'impression que l'ONU, en tant qu'institution internationale, n'a plus un grand impact dans les événements en cours. Bien entendu, l'impact que l'ONU avait sur les événements en cours auparavant,
c'était pas un impact qui provenait de l'ONU lui-même, c'était une sorte d'impact en termes de régulation, d'autorégulation. C'est-à-dire que l'existence de l'ONU faisait que les pays, on va dire, prenaient des précautions dans leur démarche, dans la manière dont ils menaient leur politique internationale. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, donc une sorte de nouvelle guerre du Golfe, mais en fait on est dans quelque chose de beaucoup plus large qu'une nouvelle guerre du Golfe. C'est pas simplement ce qui se produit, c'est pas simplement un retour comme par exemple la guerre entre les États-Unis et l'Irak, mais c'est quelque chose qui cette fois-ci a une dimension plus large et aussi à cause évidemment du président américain et à cause aussi de la manière dont la Russie et la Chine se positionnent aujourd'hui. Donc, mais donc il faut se rappeler, par exemple, quand c'était la guerre en Irak, les États-Unis avaient essayé en fait de porter au niveau de l'ONU, donc au niveau des organisations internationales, leur volonté de faire la guerre, d'essayer de le faire passer au niveau de l'ONU, de le faire passer au niveau du Conseil de sécurité. Et pour cela, ils avaient, on le sait, donc de façon fameuse aujourd'hui, ou infameuse, comme on dirait en anglais, infamous, ils avaient produit ce narratif, ce discours, ce mensonge des armes de destruction massive qui auraient pu justifier une invasion. Mais aujourd'hui, en fait, rétrospectivement, quand on regarde les mensonges de Powell lors de l'Assemblée de l'ONU, finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît encore une forme de respect par rapport à ces institutions internationales. Quand les États-Unis et Israël ont déclaré la guerre, il n'y a même pas eu de référence à ces institutions internationales, même pas eu la volonté de fabriquer un narratif pour justifier la guerre. Elle était là et elle était justifiée pour des raisons internes et différentes dans les deux pays, à savoir Israël et les États-Unis. Donc ça on voit qu'on est dans un autre on va dire environnement, donc un délitement des relations internationales, un délitement du droit international, un délitement des institutions qui devaient préserver ce droit international, et aussi évidemment quelque chose qui est une démondialisation, puisque les relations après-guerre, ce qui s'est mis en place, c'est cette nouvelle forme de capitalisme mondialisé qui ont fait que, sur la base d'une sorte d'idéal, on va dire, qui est libéral au sens économique du terme, à savoir que les relations économiques entre les différents pays doivent être fondées sur la suppression des barrières au commerce, et donc on a eu un ensemble de dispositifs qui ont permis la réduction progressive des droits de douane et la création de zones de libre-échange à différents niveaux, que ce soit au niveau régional, au niveau interrégional, entre pays ou entre blocs de pays. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment qu'il a aussi trouvé un arrêt avec évidemment la politique des États-Unis de guerre tarifaire, adressée d'abord contre la Chine et ensuite étendue au reste du monde, et étrangement d'une certaine manière dont la Chine aujourd'hui est un peu exempte. Ça, c'est quelque chose dont on peut se ressouvenir, c'est-à-dire qu'au départ, la guerre tarifaire, l'utilisation des droits de douane, ça avait quelque chose qui a été utilisé par les États-Unis dans sa politique étrangère avec la Chine. Et maintenant, une sorte de renversement, elle est utilisée par les États-Unis dans leur relation avec tous les autres pays, mais dans la relation avec la Chine, c'est quelque chose qui est suspendu comme une arme de dernier ressort, et donc qui est en fait l'objet de négociations incessantes en cours, mais qui n'est pas imposé comme ça allait pour les autres pays. Donc on est vraiment dans un contexte qui est un contexte extrêmement différent, peut-être la fin de cette parenthèse qui s'est ouverte après 1945, et le retour à une forme, on va dire, à une forme de violence d'État qui ne cherche plus à se justifier en termes de droit. Et évidemment, à partir du moment où la Russie
peut attaquer l'Ukraine, donc une autre nation souveraine, sans que ce soit condamné par exemple par les États-Unis, avec dans la seconde administration de Trump, les États-Unis, en refusant véritablement de condamner la Russie pour cela, se donnent eux-mêmes la possibilité d'agir pareillement, donc en attaquant ici l'Iran. Alors ici il y a le droit international, et il y a ensuite évidemment la pratique géopolitique. Alors de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut comprendre, donc une fois qu'on a posé cette parenthèse, une sorte d'état de guerre généralisé, c'est-à-dire non seulement l'est de l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient, sans compter évidemment la guerre en cours entre l'Afghanistan et le Pakistan, donc ce qui s'est passé donc aussi en Amérique latine avec l'enlèvement de Maduro en Amérique latine. Donc on a des foyers en fait de conflits plus ou moins courts, plus ou moins longs, qui commencent à se disperser sur l'ensemble du globe, et d'une certaine manière un des points les plus chauds, c'est aussi le point où ça n'a pas encore éclaté, à savoir évidemment la région Asie. Et donc c'est là, si jamais un événement de conflit devait éclater dans cette zone-là, on serait véritablement là dans une perspective de troisième guerre mondiale, enfin d'extension de ce domaine de la guerre, et c'est quelque chose sur lequel on peut conclure peut-être la spécificité de cette parenthèse qui se referme, et avec une nouvelle forme d'extension mondialisée de la guerre. On va dire ce qui est spécifique, ce qui est différent dans ce cadre de Troisième Guerre mondiale, si on peut dire, c'est que la Première et la Deuxième Guerre mondiale étaient des guerres mondiales en ce qu'elles ont mondialisé les rapports entre les nations. C'est-à-dire que ça a été à travers les deux premières guerres mondiales que s'est mis en place à la fois le système des droits internationaux, mais aussi le système du marché mondial, aussi le système du commerce mondial, et à travers la paix, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce système qui a pu s'étendre. Et donc là, on a l'impression que c'est pour ça que c'est difficile de parler de Troisième Guerre mondiale, parce que on est dans un processus où c'est comme des guerres qui ont du mal à être considérées, à être même dites comme véritablement mondiales, parce que leur effet est lié à une forme de démondialisation, et qu'elles contribuent elles-mêmes à cette démondialité, parce que là, on va conclure sur ça, il est évident que pourquoi est-ce que on est face à une crise potentielle mondiale, c'est-à-dire que d'abord l'épisode du Covid à partir de la Chine nous a montré le risque des chaînes de valeur, et le risque de notre dépendance par rapport à la Chine. Ensuite, à la guerre de l'Ukraine, le risque de notre dépendance par rapport à l'énergie venue de Russie. Et maintenant, le risque de notre dépendance par rapport à l'énergie qui vient du Proche et Moyen-Orient. Donc là, qui vient du Proche-Orient. Donc là, on est véritablement dans une forme de répétition de la crise, d'extension de la crise, de multiplication des foyers de conflits, qui font que on est véritablement sur un équilibre extrêmement instable. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.